Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Bon, l'éclipse est passé, autant physique que médiatique. De retour dans l'actualité, toutes sortes de nouvelles. À commencer par bien des nouvelles politiques. Mais là, l'éclipse, écoute, je me dis, les centres de services scolaires qui ont annulé l'école, là, qui ont mis une pédagogique, ils doivent faire... On l'a échappé belle. Quand ils voient là où il y a eu de l'école... Tous ces enfants aveugles. Aujourd'hui, la rétine brûlée. Ces classes vides, là, ces centaines d'enfants aveugles. Des gerbes de fleurs sur leurs chaises. Ils doivent se dire, on a bien fait de rester fermé, on l'a échappé belle. Oui, tu peux continuer les nouvelles. J'avais une remarque. Tu peux continuer. C'est une remarque que je faisais. J'en comme profite ça. pour dire, j'ai eu un témoignage anonyme d'une professeure, entre autres, là, Oui. qui expliquait que dans sa classe, il y avait à peu près comme 5 élèves. Toutes les autres, les parents, tu les avaient Oui, comme parce que même amenés. où il y avait de l'école, il y en a que les parents ont voulu vivre ça avec les enfants, sont allés les chercher. Là. Ben J'en oui. connais, là. Sont allés chercher. Donc, ça, il y avait comme 4-5 élèves dans sa classe. Puis elle a dit, c'est une occasion d'une vie que j'avais. Je suis jeune professeur, je voulais vivre ça. Mais non, on était dans une salle où on a dû taper du papier brun ses fenêtres. Non, puis, OK. C'est ça. Toi, t'es quelqu'un qui l'a pas vécu, qui Ben, a la enfermé les enfants. La prof est enfermée avec les enfants. Il était 4-5. Oui, mais Là, il y avait des mesures, raison de fallait- plus d'aller dehors, ça en fait moins surveiller. puis- Je sais bien. Mais il y avait des consignes, ça a l'air. Regarde, je te rapporte ce que j'ai entendu, Mario, mais c'est... Oui, disons parce que c'est ça, spécial. c'est la troisième catégorie. C'est les établissements qui étaient ouverts. Mais qu'il y a des mesures excessivement strictes pour être sûr qu'aucun enfant ne soit Voilà. aujourd'hui là, aveugle. Oh mon Dieu. Voilà. Oui. On Donc, vient dans les nouvelles on vient dans nos politiques nouvelles, oui, du oui. jour parce que on a aujourd'hui confrontation à nouveau entre le Québec et Ottawa avec François Legault qui revient à la charge, là, lui qui avait donné jusqu'au 30 juin prochain à Justin Trudeau, son homologue fédéral. Une charge un peu tous azimuts. Là. Il était à gratte aujourd'hui. Là. L'immigration, les pouvoirs, tout y passait. Là. Tout est passé. Parce que, je rappelle un peu les faits, on a eu une rencontre au mois de mars entre Justin Trudeau et François Legault, dans laquelle M. Legault essentiellement demandait là, d'avoir plus de pouvoir en immigration, voire même les pleins pouvoirs en immigration du côté du Québec pour être capable de freiner l'afflux, en ce moment, entre autres, de demandeurs d'asile, d'immigration temporaire, bref, toute catégorie de nouveaux arrivants ici au Québec. Et ça lui avait été refusé direct par M. Trudeau, qui avait dit quand même que d'ici le 30 juin, nouvelle date de rencontre, mais il allait avoir toutes sortes là, de discussions au fil du temps sur l'immigration en tant que telle. Mais là, charge à fond de train de M. Legault, qui trouve que ça va pas assez vite à son goût et menace ni plus ni moins de tenir un référendum sur l'immigration s'il n'a pas de résultats satisfaisants pour sa part du côté de M. Trudeau. Parce que son point de presse a commencé un peu, là, c'est comme si ça a dévié là-dessus. Initialement, il a été questionné là, sur les annonces fédérales. Oui, parce que... Pré-budgétaires, parce qu'elles sont largement dans les pouvoirs des provinces. Oui. Et ça, il s'en plaint. Là-dessus, il a raison. Mais sur l'immigration, il a en partie raison, mais il y a un mélange de deux choses sur l'immigration. Il y a un mélange de oui pour les demandeurs d'asile, le fédéral fait pas sa job, le Québec se retrouve avec un nombre, on l'a vu, le nombre de classes que ça prend, d'accueil. Le Québec se retrouve incapable de répondre à tous les besoins. Mais il y a quand même, dans les immigrants temporaires, il y a quand même les travailleurs étrangers temporaires. Et ça, il y en a une partie qui vient du fédéral, mais il y en a une partie qui est contrôlée par Québec. Puis celle qui est contrôlée par Québec, ils ont de la misère à garder le contrôle aussi, tellement les employeurs veulent de la main-d'œuvre puis en demandent. Et ça, c'est le bout. C'est comme si M. Legault met tout sur le dos de Justin Trudeau. Alors qu'il y en a une partie, oui, il y en a beaucoup sur le dos de Justin Trudeau, mais il y en a une partie qui relève de lui. Mais celle-là, il préfère nous la faire oublier. Oui. Pour le reste, moi, je pense qu'à la rencontre du mois de juin, là, la rencontre qui doit avoir lieu entre les deux premiers ministres, 3 mois après l'autre. Donc là, tu t'obliges à des résultats. À mon avis, tu peux pas arriver les mains vides. Tu peux pas refaire 2 premiers ministres. Tu fais une rencontre, là, supposément, la dernière qui était comme plus exploratoire. T'en fais une autre 3 mois après. Tu peux pas dire, mais c'est encore exploratoire. Faut que tu conclues sur quelque chose. À mon avis, le sujet où il risque de pouvoir s'entendre un bout, c'est la facture. Non pas l'immigration pour 2024-2026. Les demandeurs 25, d'asile. Mais c'est ça. La facture pour les demandeurs d'asile de 2021, 2022, 2023. Facture d'1 milliard que le gouvernement du Québec présente. Pas que je pense que le fédéral va la payer toute, mais je pense qu'ils vont être prêts à payer une partie. Ils vont être prêts à faire arriver une entente avec Québec. Ouais, est-ce qu'on va arriver à une entente? Mais en tout cas, minimalement à faire un chèque au Québec pour régler en tout ou en partie cette facture-là. Et là, il y a des pistes
qui sont amenées par M. Legault, là, des pistes de solutions qui lui trouverait qui seraient, disons, là, dans les cordes là, du gouvernement de Legault. On parle, entre autres, d'une préapprobation qui pourrait être faite par Québec, entre autres, de tout ce qui est là, ensemble des immigrants temporaires. Là. Donc, on approuverait du côté de Québec, et là, après ça passerait du côté fédéral. Dans le cas où on demanderait une approbation, on pourrait inclure le critère linguistique. Là, pour les travailleurs étrangers temporaires, on pourrait dire, on va approuver ceux qui parlent français. Ou qui sont dans une démarche pour apprendre le français en premier. Donc, on pourrait inclure un critère supplémentaire comme celui-là. Et là, est-ce que ça sent la presse du Parti québécois dans l'arrière-train de M. Legault pour le pousser à faire des sorties comme ça en ce moment? Oui, je pense en même temps qu'il l'a pas facile et que c'est quand même un des sujets où il réussit malgré tout à marquer des points. Là. Quand il s'en prend au fédéral sur le dossier, que ce soit de la langue, de la défense du français, de l'immigration, il sent quand même qu'il a les pieds quand même relativement sur du solide, qu'il s'adresse à une clientèle qui l'écoute, dont une partie, je pense, ont quitté le CAQ pour s'en aller vers le Parti québécois, mais il espère peut-être les ramener en défendant le français. Alors, je pense qu'il y a de ça. Puis aujourd'hui, le gouvernement est quand même pris à partie. Comme là, aujourd'hui, il était questionné sur la gestion de la pandémie dans les écoles. Il était questionné sur la gestion, comment ils vont gérer le dossier des écrans dans les classes, dans les écoles. Fait que, tu sais, ils en ont plein les bras. Fait que quand il y a un dossier où ils sont un peu plus à l'offensive, là, le premier ministre essaie de le marteler. Tout savoir en 24 minutes. Parlons-en des annonces d'Ottawa qui s'ingèrent de temps en temps. La plupart du temps, même dans les champs de compétences des provinces. Et là, c'est en santé mentale chez les jeunes là, que l'annonce d'aujourd'hui s'est faite. Parce que la valse, l'effeuillage de M. Trudeau, se poursuit. Puis c'est 500 millions de dollars aujourd'hui qui ont été annoncés par la ministre des Finances, Chrystia Freeland, pour un fonds, le Fonds pour la santé mentale des jeunes. C'est littéralement le titre que ça a pour toutes sortes d'organismes communautaires d'un peu partout dans le pays qui vont pouvoir avoir plus de soutien financier pour être capables d'offrir leurs services en disant que les jeunes sont en première ligne en ce moment des problèmes de santé mentale au pays. Ce qui est pas faux, c'est encore une grosse facture par contre. Oui, mais c'est difficile d'être contre ça. T'sais. On crée un nouveau fonds, on prend une bonne cause, on met un fonds. Dans ce cas-ci, on n'impose pas de conditions aux provinces. On dit que les organismes pourront faire des demandes au fédéral. Fait que, mais c'est ça, c'est qu'on est... Plus on entend les annonces de M. Trudeau, aussi bonnes soient les causes, plus on se dit le déficit va être spectaculaire à la fin de l'exercice. Là. On s'est parti un pool à Cube. Ici, Mario, un pool pour savoir quelle sera la tête du déficit. On verra. On en parlera dans les prochains jours. Actualité. Je reste à Ottawa parce que d'habitude, on a un peu de retenue du côté du Parti libéral du Québec quand il s'agit là, de contre-attaquer sur certains dossiers très chauds. Mais c'est ce que fait aujourd'hui M. Trudeau, alors qu'il a ramené en période de questions aujourd'hui à Ottawa un dossier, un appui plus précisément que reçu Pierre Poilievre la semaine dernière. Alors qu'on est en train de discuter là, de la tarification du carbone, M. Trudeau aurait rétorqué à M. Poilievre, lui a répondu directement en parlant d'un appui qu'il a reçu, celui d'Alex Jones, complotiste notoire aux États-Unis. Mais complotiste veut dire condamné à payer des fortunes, entre autres pour avoir nié des tueries dans des écoles. Un capoté, là, et condamné par les tribunaux sévèrement. Absolument. Là. Alex Jones, c'est vraiment, si on veut, le plus crinqué et le plus condamné de tous les complotistes là, qu'on peut retrouver. Là. C'est au-dessus d'1 milliard de dollars là, qui devait à un certain moment, entre autres, au sujet de tout ce qu'il a menti à partir de la fusillade de Sandy Hook en 2012. Là. Lui disait il avait même laissé entendre que c'était des comédiens qui avaient joué, les parents étaient des comédiens qui avaient joué ça. Oui, que c'était complètement faux, qu'il n'y a pas d'enfant qui est mort, que tout ça c'est une opération faux drapeau, false flag, comme on dit en anglais, qui visait à faire plus de restrictions sur les armes à feu aux États-Unis, tellement c'était épouvantable. Fait qu'il a juste mené, dans le fond, une campagne de harcèlement contre des parents qui avaient perdu leur enfant. Alors, il y avait des gens qui appelaient chez eux sans cesse, là, chez ces parents-là, qui étaient endeuillés pour se faire dire « Vous êtes des acteurs, vos enfants sont pas morts, vous êtes des salauds. » C'est absolument épouvantable, mais ce n'est qu'une fraction, une goutte d'eau dans l'océan de tout ce qu'Alex Jones dit et redit et redit. Mais humainement, c'est peut-être ce qui a frappé le plus les gens, parce qu'il y a d'autres affaires qui sont plus politiques, qui visent des élus, alors que là, il s'en est pris à des parents
qui ont perdu un enfant, là. Ouais, c'était absolument horrible. Et là, ben, si je parle de l'appui d'Alex Jones, c'est parce que c'est ce qu'il a fait la semaine dernière. Le jeudi, c'est un peu passé sous le radar, mais il a décidé de partager une vidéo où on voit Pierre Poilievre en plein discours, en train de relayer toutes sortes de choses. Et il a écrit « Je suis ce gars depuis des années. Il est solide et he's the real deal », comme il l'a écrit, puis suit ensuite en disant « Le Canada a désespérément besoin de beaucoup plus de dirigeants comme lui, tout comme le reste du monde. » Fait que c'est pas juste un petit pouce en l'air, là, c'est une publication. Là. C'est juste que, tu sais, recevoir des appuis... moi, je me souviens avoir reçu, pendant une campagne électorale, j'avais l'appui d'André Arthur. Ouais. Tu sais, le monde me disait ça. André Arthur dit en ondes de voter pour toi, là. Ouais, ça veut pas dire que moi, je t'appuies tout ça. je donnais pas d'entrevue à André Arthur depuis des années. Et là, sur cette base-là, il y a des gens qui pensaient, ben là, tu sais, il l'appuie, il va commencer à lui donner des entrevues. J'ai pas donné plus d'entrevues, j'ai pas changé mon attitude, j'ai pas changé ma position. Mais c'est quoi je suis supposé faire? Non, on se comprend. Mais d'aller devant les tribunaux puis de demander à quelqu'un, de demander une injonction pour interdire à quelqu'un de te fournir son appui. Tu sais, bon. Mais c'est pas autant ça qui a été dénoncé que le fait qu'il a jamais réfuté ou repoussé ou corrigé autour de cet appui-là là, en tant que tel. Là. Mais qu'est-ce qu'il doit dire? C'est ça. C'est qu'est-ce que tu dois dire? Alex Jones ne devrait pas m'appuyer, dire... à la limite que lui dise qu'il ne respecte pas le travail d'Alex Jones. C'est ça. Ben, c'est ça qui n'a pas été fait. Là, on dit, là, la réaction qui a été donnée depuis du bureau du chef de l'opposition, c'est « Nous ne suivons pas cet individu et nous n'écoutons pas ce qu'il a à dire. » La réaction est faite maintenant, mais c'est sûr que c'est plus d'offensive que ce à quoi on est habitué là, du côté des libéraux. Parce que ce que Poilievre doit avoir peur, c'est que l'appui d'Alex Jones ne l'aide pas, il n'a pas besoin pantoute, mais l'inverse, probablement qu'il y a des conservateurs qui suivent ce crackpot-là, et que là, il se dit que si, mettons, il l'envoie promener, puis qu'Alex Jones part en guerre contre Pierre Poilievre, ça va y nuire. Là. Ça va partir des complots qui vont se répéter dans son membership. Ah, là, ça allait... Parce que ces gens-là, Jones ment comme il respire, invente n'importe quoi. Et donc, peut partir des affaires qui vont se mettre à courir dans le fonds conservateur, dans une partie de son membership. Et ça, ça peut devenir un cauchemar. Là. Voilà, donc ceci explique peut-être cela c'est ça dont il a peur. Qui n'a pas décidé de repousser très publiquement son appui, mais voilà, les hostilités sont quand même lancées de ce côté-là. Ça promet pour la campagne électorale. Tout savoir en 24 minutes. Je reviens au Québec parce que le Parti québécois a décidé de s'affirmer un tout petit peu plus, ou du moins de mettre un orteil à l'eau sur un dossier qui est assez chaud, merci au Québec. Le troisième lien autoroutier entre Québec et Lévis. Tu dis, j'ai hâte de voir comment toi tu vas m'interpréter la nouvelle. Moi-même, je l'ai vu toute la journée puis je comprends rien. Ouais, parce que là, il y a eu plein de rectifications après ça. Ouais, mais là, des rectifications sur les rectifications, moi je sais plus, là. Ouais, parce que là, ce qu'on comprend, c'est que de la bouche de Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du Parti québécois, ben lui ne repousserait pas automatiquement, là, il exclurait pas automatiquement une portion autoroutière sur un futur troisième lien, mais il veut voir et attendre de voir quel sera le prochain projet présenté par la Caisse de dépôt et de placement, qui, je rappelle, a été mandaté là, d'arriver avec des nouveaux projets, des travaux, des plans autour d'un projet de troisième lien, là, qui soit juste le transport en commun, autoroutier, que ce soit un tunnel de téléportation, peu importe. Là. Il va devoir présenter des nouveaux plans. Et là, du côté du PQ, on dit on attend de voir ça, mais on n'exclurait pas un lien autoroutier. Ben, lui, il dit qu'il l'exclut, là, parce qu'il a redit ensuite Paul Saint-Pierre Plamondon, il faut que je le retrouve, ça. Il a redit après-midi qu'il l'excluait. Mais... C'est une belle partie de ping-pong sur des mots l'exclut, mais pas tant, mais au complet, mais oui, mais non, on veut attendre. Regarde, là, il y a 2 heures sur X. Oui, virgule, à nouveau, virgule, le Parti québécois l'exclut. Et là, il se cite lui-même. Nous ne voyons pas d'intérêt ou de raison d'inclure de l'autoroutier dans le projet. Mais l'article du journal qui cite quand même ce qu'il a dit avant nous amène... Donc, honnêtement, moi, ce que je retiens, Mario, là, au-delà de est-ce qu'il l'a dit, est-ce qu'il l'a pas dit, est-ce que c'est une position du PQ ou ça l'est pas, à quel point c'est rendu de marcher sur des œufs, là, de parler de troisième. Il y a un projet qui a été ressuscité, qui a été enterré, qui a été ressuscité à nouveau. Oui, mais qui est souhaité par la population. Et à mon avis, tu sais, c'est ça la difficulté de monter dans les sondages. Quand le PQ était à 12 à Québec, mettons. Personne ne lui demande son avis sur des dossiers. De un, puis de deux, je veux dire, il te reste 12 c'était des indépendantistes convaincus, je veux dire, pour ou contre le troisième lien, ils sont péquistes à la vie, à la mort. Mais quand, là, les gens... Le PQ est rendu numéro 1 à Québec à 40 %.
C'est-à-dire que dans les nouveaux qui votent PQ, il y a toutes sortes de monde choqué contre la CAQ, mais dont un grand nombre sont pour le troisième lien. Fait que là, il doit se le faire dire, puis peut-être certains de ses candidats disent « Ouais, mais là, faudrait peut-être pas qu'on soit dans la même position que Québec solidaire là-dessus. On a des nouveaux adeptes qui haïssent pas ça le troisième lien, qui veulent au moins qu'on l'a... » Tu sais, sans qu'on se commette là, en fou, là, pour première pelletée de terre promise, au moins montrer une ouverture, qu'on va regarder les projets, le coût, la facture. Est-ce que la Caisse de dépôt pourrait nous soumettre quelque chose de raisonnable? Mais c'est épineux, tout ça. Mais c'est-à-dire que c'est épineux monter des sondages, parce que là, tu vas chercher une clientèle beaucoup plus large, tu vas chercher un bassin beaucoup plus large, dont tu as besoin pour gagner des élections. Mais dans ce bassin plus large, il y a une plus grande diversité de points de vue. Et là, quand tu représentes, mettons, je sais pas, quand un parti représente 50% de la population, là. Ouais, t'as pas mal plus de défis, ses bras, là. Ben là, il y a toutes sortes de monde là-dedans qui ont toutes sortes de pensées. Fait que quand tu dis je suis pour ceci, je suis contre cela, tu fais des insatisfaits, mais dans ta propre piscine, là. Puis là, le problème, c'est pas tout de suite, les élections. C'est pas demain la veille. Non, il va avoir le temps de devoir s'exprimer sur plein de dossiers. Hein. Mais disons qu'aujourd'hui, sur celle-là, ça n'a pas été clair. En fait, si on se fie à sa parole, c'est clair. Là. Il est toujours complètement contre un troisième lien qui aurait des autos. C'est noté. Ou est-ce qu'il joue sur le mot autoroutier versus routier? Je me suis posé toutes les questions. Quand je te dis que c'est pas clair, là. Bon. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. Dans les moins bonnes nouvelles, aujourd'hui, une femme a été assassinée à Candiac, sur la rive sud de Montréal, devenant la 9e femme assassinée dans la province depuis le début de l'année 2024 déjà. Incident qui est survenu un peu après 13 heures, pour lequel on a vraiment peu de détails, Mario. Là, notre collègue Maxime Delan s'est rendu sur place, a pris quelques photos. C'est dans un secteur, à Candiac, sur la rive sud, il y en a plein comme ça, de condos relativement neufs. Là. Tu vois, c'est du condo très récent, en tout cas récent ou très récent. Ça serait pas arrivé dans un appartement? Oui, c'est arrivé juste à côté, là, ce qu'on comprend, là, juste à côté. Dans le stationnement ou sur le bord, ou dans le garage intérieur, je sais pas trop. On dit dans l'immeuble résidentiel que je pense que c'est ça, dans le garage intérieur. Là. C'est ce qui semble être la situation dans ce cas-ci, Mario. Est-ce qu'il y a eu arrestation? Il n'y en avait pas tantôt, en tout cas? Pas d'arrestation effectuée. L'enquête est transférée à la Sûreté du Québec, mais on se comprend, là. Il n'y a pas eu d'arrestation, mais on dit tout de suite que c'est un meurtre. Là. Après, ça reste à voir, est-ce que c'est en contexte conjugal ou ça ne l'est pas? Je sais qu'il y a, tout à l'heure, dans le reportage, nos collègues disaient qu'il n'y avait pas eu de réanimation. Non, pas du tout. Ils sont arrivés sur place, ça faisait déjà quelques heures que la personne... On constaté le décès, il n'y a même pas eu de manœuvre de réanimation des autorités. Oui, donc ça va être une situation à suivre, là, les policiers qui vont enquêter pour essayer de trouver le ou la coupable dans cette histoire-là. Économie. On va refaire une autre petite nouvelle d'Éclipse. Ça va être donc, Mario, parce qu'on va s'en ennuyer. La prochaine fois qu'on va pouvoir en parler, c'est dans 100 ans, un peu plus que 80. Mais c'est pas ça que j'étais encore ici, moi. Ouais, c'est ça. On sera peut-être plus à Cube. Tu seras peut-être plus à Cube. Voilà. Voilà. Mais quand même, nouvelle qui est assez bonne, merci, autour de l'Éclipse. Les restaurants, Mario, les restaurants sur la ligne. Tu sais, la fameuse trajectoire de l'Éclipse, autant au Québec, au Canada, qu'aux États-Unis, ont connu toute une journée hier. Ça a été analysé, entre autres, à cause de la société de paiement Square, là, qui, justement, là, procède à toutes sortes de terminaux de paiement un peu partout là, sur des restaurants. Surtout dans des petits restaurants. Et parce qu'hier, on me disait à l'île Notre-Dame, là, ça a l'air les food courts, là, pas les food trucks, les camions de restaurants. Là, c'était la folie, là. Oui. C'était des fils à chaque camion. C'était vraiment très difficile d'avoir de la nourriture. Ils ont dû faire toute une journée. Ça dérougissait pas, selon ce qu'on m'a raconté. Ben, ça n'a pas dérougi là, mais ça n'a pas dérougi sur toute la ligne de l'Éclipse. Là. C'est ce qu'on apprend aujourd'hui grâce aux données de Square qui dit que ça a augmenté, là, juste à Montréal, par exemple, là, ceux qui utilisent son application, 55% d'augmentation de vente durant la durée de l'Éclipse hier, là, comparativement aux autres lundis, on se comprend, de 2024. Oui, parce qu'un lundi, c'est souvent tranquille. Je sais pas si je me suis posé la question, est-ce qu'il y en a qui sont restés ouverts? Parce qu'il y a quand même beaucoup de restaurants fermés le lundi. J'ai l'impression qu'il y en a carrément que c'est leur revenu. Si tu prends les statistiques de Square, leur revenu, c'est versus 0. Ouais. Ils ont fait des bons revenus versus un lundi habituel 0 parce que moi, pour avoir fait l'exercice d'aller luncher avec des gens le lundi, là, c'est souvent difficile même de trouver un restaurant. 2 sur 3 sont fermés. Ça semble avoir été aussi vrai dans l'hôtellerie, dans les cantons de l'Est. On disait avoir, je pense, jeudi passé, là,
à la veille de la fin de semaine, un taux d'occupation en haut de 99%. Alors qu'à ce temps-ci de l'année, on est dans du 30-40 normalement. Là. Ouais, c'est pas tout le monde qui veut visiter l'Estrie en avril. En avril, mettons. non, c'est ça. Voilà. On se comprend que c'est à cause de l'éclipse. Et à Niagara Falls, par exemple, un autre endroit en Ontario où il y avait pas mal de monde qui venait voir l'éclipse, 404% plus élevé pour ce qui est le square dans les restaurants dans ce coin-là. Mais là, tu peux regarder un autre phénomène que l'éclipse si tu vas à Niagara. Ah oui? Les chutes? Oui, il y a des La chutes. gravité? Il y a des chutes. Ben, c'est vrai. C'est un petit doublé. Hein? Ben Voir oui. l'éclipse au-dessus des chutes, c'est pas beau tout ça. Non, il y avait beaucoup de gens qui se sont rendus à Niagara Falls. On dit qu'aux États-Unis... Là, Moi, j'adore Niagara Falls. Ouais. Ça a la réputation d'être quétaine, mais tout ça, moi, je trouve ça super beau, super le fun. Mais les chutes sont pas quétaines. Là. Je pense que c'est pas les ça chutes qui sont est décrié. immenses. Les chutes sont immenses. Il y a un petit côté kitsch qui je m'accommode très bien. Il y a des casinos pour passer quelques minutes, puis aller jouer un petit peu. Et on mange bien. T'es pas loin si tu veux traverser à Buffalo, aller voir une partie des Bills? Moi, mais t'es surtout pas loin. Si tu pars moi, je pars plus dans l'autre direction. Oui? Ouais, il y a les routes des vins, là. Oh, la route des vins! Ouais, Niagara on the Lake, là. Ouais, c'est le fun, ça? C'est bien, ça. Je suis content de l'entendre. Le monde. Deux nouvelles qui nous parviennent des États-Unis, deux nouvelles judiciaires. La première qui concerne la Cour d'Arizona, plus précisément la Cour suprême de l'Arizona, qui a pris une décision aujourd'hui qui va faire brasser pas mal dans la prochaine élection présidentielle qui s'en vient. Parce qu'on le sait, un des gros enjeux de l'urne en ce moment, c'est l'avortement. Là. Donald Trump, qui marche même depuis hier là, sur des œufs en disant « laissez aux États », il a finalement pris position en laissant les États légiférer pour des futurs projets d'avortement. Je voyais, il a déçu des gens là, qui s'attendaient que Trump, là, surtout récemment, il a été plus proche des groupes religieux. On s'attendait à ce que lui promette une... En plus, c'est un peu dans son style, là, les gros coups de gueule. Il y en a qui s'attendaient à ce qu'il promette une interdiction mur à mur dans tout le pays de l'avortement. Pas ça du tout, là. Non, puis on voit à quel point, justement, c'est important comme enjeu. Là. Il a décidé de laisser tout le monde légiférer. Et légifération, on vient d'en avoir une. La Cour suprême qui a décidé de réinstaurer, ou du moins de dire qu'une loi est applicable. Attention, une loi qui date de 1864 en Arizona, qui pourrait être appliquée là, donc dès maintenant, qui interdit tout avortement à partir de la conception. La seule exception possible, c'est si la vie de la mère est en danger. Viol, inceste, toutes les autres raisons, c'est non. Ça ne sera pas permis du tout. Heureusement pour l'instant, la procureure générale de l'État, c'est une démocrate. Elle avait déjà dit, peu importe, là, avant que la décision soit prise, elle a dit, moi, je vais jamais poursuivre un médecin, une mère, je vais jamais poursuivre personne autour de ça. Mais comme les procureurs généraux des États sont élus, si c'est un républicain ou une républicaine qui venait être élu, qui suit Donald Trump, qui a une ligne beaucoup plus dure, mais on pourrait littéralement condamner des femmes et des médecins en vertu d'une loi de 1864. Hey, pour vous rappeler, en 1864, l'Arizona n'existait pas comme État. Le Canada non plus. Le Canada n'existait pas à ce moment-là. La guerre civile faisait rage aux États-Unis. Les femmes n'avaient pas le droit de voter. Mais on s'est dit, du côté de la Cour suprême, c'est une bonne loi, ça. On peut l'appliquer. C'est assez exceptionnel, merci. Sauf que là, c'est ça. Maintenant, les femmes ont le droit de voter, puis je pense que c'est pour ça que Donald Trump, quand même, a eu... a fait son calcul électoral, puis a dit, regarde, on va laisser ça aux États, de telle sorte que les femmes qui sont... On décrit souvent que l'élection pourrait jouer. Il y a quand même des femmes de banlieue, un peu comme ici au Canada, là. Très... celle que Pierre Poilievre courtise avec son thème du logement et de l'inflation. C'est des femmes de banlieue qui gèrent le budget, n'ont pas aimé les dernières années, l'inflation a coûté cher, fait monter le prix de l'épicerie, hésite à revoter. Le gouvernement en place, on veut le mettre dehors pour le faire payer pour l'état de l'économie, l'état de l'inflation. Et donc, Trump, je pense, compte sur ces... Parce que ça va des États, les États clés, ça va jouer à quelques pourcentages près. Oui, absolument. Donc, à suivre. Tout savoir en 24 minutes. Et en terminant, l'autre dossier judiciaire aux États-Unis, c'est celui qui s'est conclu finalement sur l'histoire d'un jeune homme là, qui était allé dans une école, dans son école secondaire, là, commettre une fusillade. Mais c'est ses parents maintenant qui recevaient une sentence aujourd'hui. Ouais, parce que lui, il a prison à vie. Il a 15 ans, mais il a été jugé dans les tribunaux pour adultes, prison à vie sans libération conditionnelle. Exactement. Parce que c'est un événement, je le résume rapidement. Le 30 novembre 2021, lui arrive à l'école, il a 15 ans. Ethan Crumbley décide d'ouvrir le feu avec un fusil, tue 2 filles, 2 garçons de sa classe, blesse 6 autres élèves, un enseignant également
justement cette journée-là, dans une journée dans laquelle ses parents avaient été appelés à l'école parce qu'ils avaient trouvé, ses professeurs avaient trouvé un des dessins qu'ils faisaient absolument violents, Puis remplis de menaces. la veille, il avait été pris en train de magasiner des munitions sur son cell, de commander des munitions en ligne. Les parents sont arrivés, ils ont dit prenez votre enfant, allez-vous-en, ramenez-le à la maison, parlez-lui. Les parents l'avaient laissé à l'école, étaient partis, puis dans la même journée, il avait fini par commettre son carnage. Et là, par la suite, c'est Mais maintenant... les parents, on a su que ils avaient acheté l'arme c'est comme un cadeau. Là, lui, il voulait une arme à feu. Ils ont acheté pour profiter du Black Friday pour avoir un rabais. Lui, ils ont acheté. Un beau Sig Sauer 9 mm comme cadeau de Noël anticipé qu'il avait donné, l'avait amené au stand de tir également. Ils ont littéralement mis une arme dans les mains de leur enfant de 15 ans. Puis quand Avec plusieurs avertissements qu'il y avait des problèmes de santé mentale, qui avaient fait des dessins bizarres. Une histoire de fou, ce qui fait en sorte que les deux parents, en ce moment, ont été reconnus coupables d'homicide involontaire, ni plus ni moins. Et ce sera entre 10 et 15 ans de prison qu'ils vont écoper. Et c'est ce qui rend ça intéressant. C'est comme une espèce de première aux États-Unis là, que des parents soient condamnés pour une négligence extrême. Dans ce cas-ci, un homicide involontaire, mais pour un geste qui a été posé par leur enfant. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.